Madame la rapporteure, vous avez la parole. Madame la vice-présidente, merci. Mes chers collègues, mon rapport pour avis porte sur le financement de l'économie sociale et solidaire. Depuis 2021, c'est l'action 4 du programme 305 qui porte les crédits expressément consacrés à l'ESS. Alors, il faut reconnaître qu'elle ne reflète pas l'ensemble de l'effort budgétaire fourni pour le secteur. En pratique, d'autres missions et programmes peuvent contribuer à son développement. Afin de mener à bien ma mission, j'ai pu compter sur de nombreux acteurs de l'ESS, des têtes de réseau, des acteurs de terrain, des banques, des financeurs, des personnalités éminentes comme l'ancien ministre Benoît Hamon, des administrations et des syndicats de travailleurs aussi. Malheureusement, et c'est un regret que je souhaite partager avec vous, je n'ai pas obtenu, malgré mes demandes, d'auditionner la secrétaire d'État chargée de l'ESS et de la vie associative, Madame Marlène Schiappa. Cela est d'autant plus regrettable qu'il semble que parmi les acteurs auditionnés, aucun, sauf M. Jean-Marc Borrello, ne semble avoir été consulté par la ministre ou son cabinet pour l'élaboration de la feuille de route ministérielle pour l'ESS. C'est donc, je dois vous le dire avec un peu d'ironie, M. Borrello en partie et le pôle financement du Trésor qui auront pu m'apporter quelques éléments d'analyse et de compréhension sur la volonté gouvernementale. Et force est de dire, hélas, que ces choix, les choix budgétaires qui ont été faits, sont très en deçà des besoins que nous avons pu identifier avec les acteurs de l'ESS, sont très insuffisants par rapport aux défis imminents dont je vais vous parler. Mais avant tout, de quoi parle-t-on? L'action 4, ce sont 20,69 millions d'euros en crédits de paiement pour 2023 qui sont destinés à l'accompagnement et au développement de l'ESS. Sur le plan budgétaire, la vérité oblige à dire que la programmation 2023 reflète un manque d'ambition pour l'ESS, voire même l'absence de prise en compte d'urgences pourtant pressantes. Vous allez m'objecter que les crédits demandés ont augmenté de 7,5% par rapport à 2022. Mais cela n'est dû qu'à une reconduite des orientations antérieures. Le financement des dispositifs locaux d'accompagnement stagne, le financement des têtes de réseau stagne et la création d'une sous-action n'apporte aucun moyen supplémentaire aux pôles territoriaux de coopération économique. Dès lors, la programmation budgétaire 2023 est une tacite reconduction des budgets antérieurs. Je ne vous le cache pas de prise en compte de l'inflation, pas de prise en compte des attentes des bénéficiaires qui ont déjà du mal à mener à bien les missions qui leur sont pourtant confiées par la loi. Cette programmation budgétaire fait l'impasse sur au moins 3 défis qu'on peut qualifier de décisifs pour le développement de l'ESS. Le premier d'entre eux, la programmation budgétaire ne prend pas en compte les besoins criants d'anticipation en matière de recrutement, de conditions de travail, de formation professionnelle dans des secteurs pourtant essentiels que sont le médico-social et le sanitaire, par exemple. L'ensemble des acteurs auditionnés, tous s'inquiètent légitimement des salaires trop bas, pénibilité de certains métiers, carrières trop précaires, vieillissement des personnels qui sont autant de freins à l'attractivité de l'ESS. Le deuxième défi, qui est aussi malheureusement ignoré par la programmation 2023, est celui des besoins d'accompagnement et de financement indispensables pour la valorisation et la reconnaissance des projets d'innovation sociale. Le troisième défi, bien sûr, c'est la planification écologique. Comment se fait-il, chers collègues, que l'ESS, qui est pourtant à l'avant-garde des initiatives en matière d'agriculture, de réemploi, de distribution, d'énergie renouvelable, de transport collectif, ne se voit confier absolument aucun rôle ni aucun budget dans un plan national pour l'écologie? Le secrétariat d'État est pourtant rattaché à la Première ministre en charge de la planification écologique. Voilà, l'insuffisance des moyens programmés, l'omission sur des sujets au cœur de l'avenir de l'ESS m'amène à émettre un avis défavorable à l'adoption des crédits de l'action 4 du programme 305. Je vais maintenant parler un peu de ce secteur, de ce modèle qu'est l'économie sociale et solidaire. C'est une économie territoriale. La très large majorité des emplois ne sont pas délocalisables. C'est une économie innovante d'un point de vue écologique et social. C'est une économie citoyenne, utile au grand nombre. Et tous ceux ici qui siègent dans des collectivités territoriales le savent et connaissent l'importance de l'ESS. C'est dans cette optique que j'ai choisi de consacrer l'étude de ce rapport, la seconde partie, au soutien public qui est apporté aux coopératives et aux associations. Je vais passer assez rapidement sur le nombre de coopératives et d'associations, mais sachez que cela représente plus de 2 millions d'emplois dans le pays, c'est-à-dire autant, voire plus que le tourisme, par exemple. La première alerte que je souhaite relayer ici et qui m'a été remontée par les acteurs que j'ai auditionnés, c'est ce recours un peu
abusif à la commande publique via les appels à projets, les appels d'offres ou les appels à manifestation d'intérêt qui ont en pratique des effets délétères. Je rappelle que leur recours a malheureusement explosé dans des domaines qui pourtant ne devraient pas être soumis à la concurrence. Je parle de la protection de l'enfance, des EHPAD, des centres de soins, des centres d'accueil d'urgence. Tous les acteurs auditionnés dénoncent une mise en concurrence inégale avec des organismes lucratifs qui tirent les prix vers le bas et profitent d'une prime au moins-disant. Personne n'y gagne, ni les collectivités, ni l'État, ni les citoyens. Et franchement, entre des projets associatifs et coopératifs qui ont une finalité sociale, dont la finalité est leur propre mission, et des projets à but lucratif qui ne visent qu'à verser des dividendes, on devrait donner une prime à ces projets-là. Donc je vous propose de limiter, et je recommande de limiter le recours aux appels d'offres, appels à projets, d'établir des critères adaptés aux caractéristiques de l'ESS. Je recommande également de renforcer et de dissiper les incertitudes juridiques quant à la capacité des collectivités publiques de verser des subventions de fonctionnement aux structures associatives de l'ESS, compte tenu des exigences du droit européen. Il y a, je pense, une surinterprétation des textes en la matière. Et j'insiste d'autant plus sur ce point que lors de la crise Covid, l'État et les collectivités ont soutenu les structures de l'ESS directement par des subventions de fonctionnement et cela a permis aux associations, aux structures de l'ESS de bien fonctionner et de limiter les défaillances. Aujourd'hui, la poussée inflationniste fragilise aussi bien les coopératives que les associations qui se trouvent confrontées à un effet ciseau. Je vais passer rapidement pour vous dire que je plaide aussi en faveur d'un relèvement du tarif des prestations conventionnées dans le secteur médico-social pour pouvoir augmenter les salaires, d'abord, pour pouvoir recruter et rendre attractifs ces métiers-là. Et je plaide aussi pour une augmentation de l'aide au poste pour les structures d'aide à l'insertion. J'appelle à une revalorisation globale des salaires et même à convoquer une conférence salariale dans le secteur de l'ESS. Second enseignement de mes travaux concerne l'exigence d'un statut rénové pour la pleine affirmation d'un tiers secteur à dominante non lucrative. La France a joué un rôle pionnier dans l'affirmation d'un cadre adapté au développement des coopératives et des associations. Mais rien aujourd'hui n'assure que la diversité des formes commerciales et des statuts ne contribue à l'illisibilité dont pâtit l'ESS en général. J'estime qu'il pourrait être utile d'examiner la pertinence du statut des coopératives et des associations dans le champ de la loi Hamon en vue d'une éventuelle mise en cohérence et révision des textes. C'est la proposition numéro 8 que je fais dans le rapport. Un même travail pourrait s'avérer nécessaire dans le champ fiscal afin de prévenir toute incohérence à l'égard des organismes à but non lucratif. Sur le plan institutionnel, la priorité doit être accordée au développement de points d'appui et de relais locaux. J'ai exprimé tout à l'heure mon regret à propos des ressources accordées aux DLA, dispositifs locaux d'accompagnement. Tous les acteurs l'affirment. Ces dispositifs, qui existent depuis une vingtaine d'années, peuvent proposer un accompagnement utile aux coopératives et aux structures de l'ESS. Toutefois, leurs moyens ne permettent que des interventions relativement limitées au regard des besoins. C'est pourquoi je prône un accroissement des ressources allouées par l'État aux DLA pour un effet levier ensuite avec les collectivités et le reste des financeurs. J'estime donc qu'il conviendrait de financer aussi un centre de ressources innovation sociale, on en parlait tout à l'heure, ainsi qu'un centre ressources transformation, reprise et création des coopératives. J'alerte aussi sur la situation des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Ces acteurs, pourtant moteurs pour une véritable politique de l'ESS, sont confrontés à une situation qui est désolante à bien des égards. La vérité, c'est que les CRES sont pauvres. La vérité, c'est que les CRES n'ont pas les moyens adéquats pour mener à bien leurs missions qui sont pourtant définies par la loi. Une telle situation résulte à la fois de facteurs institutionnels et financiers. C'est la raison pour laquelle je préconise 2 mesures complémentaires. D'une part, accroître les crédits budgétaires accordés aux CRES et d'autre part, établir une coopération institutionnelle avec les chambres de commerce et d'industrie. Je vous avoue que je n'écarte pas l'hypothèse même d'un financement de certaines missions des CRES sur le modèle des chambres consulaires, et cela peut être une réflexion intéressante. Les auditions que j'ai menées me permettent enfin de dénoncer, et c'est le dernier point de mon rapport, les obstacles illégitimes au financement des structures de l'ESS, que ce soit les coopératives, les associations. Tout démontre en effet que les structures de l'ESS
se heurtent à une surestimation de leurs risques financiers et surtout à une incompréhension de leur modèle économique. Voilà pourquoi je propose de veiller à l'efficacité des instruments de financement qui existent déjà, comme les titres associatifs et titres participatifs. Je propose aussi de parfaire l'organisation d'une véritable épargne solidaire réglementée. Je tiens aussi à terminer sur le rôle de la Banque des Territoires et de BPI France. Et là, vraiment, j'alerte sur la situation de ces deux financeurs publics qui ne sont plus ou peu ou mal équipés pour répondre aux attentes et aux besoins du secteur de l'économie sociale et solidaire. La BPI, par exemple, avait dans ses missions en 2012 le financement de l'ESS. Ce n'est plus le cas. Depuis 2014, la BPI traite de façon indifférenciée les structures de l'ESS et souvent à des offres de prêts ou de garanties qui sont soit surdimensionnées, soit inadaptées aux besoins. Par ailleurs, je propose donc deux mesures. D'abord, inscrire le soutien aux coopératives et aux associations de l'ESS parmi les missions légales de BPI et les objectifs poursuivis par la Banque de Territoire. Et d'autre part, je propose la révision des conditions d'intervention. Je termine, il me reste 1 minute, sur un vrai chantier, un grand chantier, une grande ambition qui serait celle d'établir une comptabilité extra-financière pour une plus juste valorisation des coopératives et des associations de leur rôle d'utilité sociale et écologique. Je vous remercie pour votre attention.